infiniment, au nom de l'association Environnement et Patrimoine du Calaisis, d'être venues aussi nombreuses et aussi nombreux. C'est notre première conférence qu'on donne dans cette auguste maison du Musée des Beaux-Arts, et manifestement déjà, ça nous fait chaud au cœur de vous voir remplir quasiment, je ne dirais pas toutes les chaises, mais presque, tous les fauteuils. Quelques mots très rapides, puisque le temps est compté. On a la chance d'avoir deux intervenantes, qui sont d'ailleurs, de mon point de vue, et j'espère que vous le partagerez, de qualité. Donc je ne prendrai pas trop de temps. Bon, quelques mots quand même pour ceux qui ne connaissent pas notre association Environnement et Patrimoine du Calaisis. Très brièvement, nous nous sommes créés en juillet 2020, à la suite de l'émotion, voire de l'indignation qu'avait provoqué la destruction de la chapelle Poyet. Et donc des personnes très motivées, telles que Magali Domin, Sylvie Dozinel qui est dans la salle, Patricia Lenieff et bien d'autres, et ils me pardonneront que je ne les cite pas, ont eu cette bonne idée de se constituer en association, et que j'ai rejoint très vite parce que moi-même j'avais été particulièrement indignée. Notre association, vous avez les dépliants à l'entrée, donc je n'en dirai pas plus. Si vous avez des questions, vous saurez ce qu'on a déjà tenté de faire, ce qu'on a tenté d'obtenir, nos petits succès et nos grands projets. Donc aujourd'hui, l'objectif, nous ne serons bien sûr pas exhaustifs, sur l'architecte Roger Poyet. C'est un événement que nous avons organisé sur 2 mois, c'est un triptyque, pompeusement dit, mais c'est un triptyque. L'exposition dure 2 mois, avril-mai, on vous encourage, pour ceux qui ne sont pas allés, à aller la regarder. La cheville ouvrière en a été Emmanuelle Villano, ici présente, et puis les membres de bonne volonté de notre association. Donc, premier élément de ce triptyque, l'exposition. Deuxième élément, la création d'un parcours, peut-être pompeusement dit, mais disons d'un repérage qu'on veut absolument vulgariser, diffuser, communiquer, pour mieux informer la population, non seulement de Calais, de ses environs, et peut-être au-delà. Donc un parcours qui repère les principales, et non bien sûr pas toutes, réalisations de Roger Poyet. Le troisième élément, eh bien, écoutez, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce qui se passera encore le vendredi 26 mai, ou 27, j'ai toujours une hésitation, pardonnez-moi, mais en tout cas c'est un vendredi, et c'est le dernier jour, le 26 mai. C'est le dernier jour du printemps, un des derniers jours du printemps régional Art Déco, manifestation dans laquelle la ville de Calais s'est inscrite pour la première fois, et nous en sommes très satisfaits, puisque c'était notamment sur notre demande qu'on voulait que cette ville puisse montrer ses trésors cachés en matière d'art déco. Donc pourquoi Roger Poyet? Ben, écoutez, la première chose, c'est quand même qu'on a voulu réhabiliter la mémoire d'un architecte qui a beaucoup compté pour cette ville et ses environs. Il n'y a pas de rue à son nom, de place, il en sera peut-être un jour question. Il y a peu d'écrits, mais il y a eu un très très joli petit ouvrage dont l'auteur est dans cette salle, Hélène Cazin. On lui rend également hommage, merci beaucoup. En 1997-98, elle a commis un ouvrage sur les réalisations de Roger Poyet, publié par le Musée des Beaux-Arts à l'époque. Malheureusement, bon, il est difficilement trouvable désormais, et on espère que le catalogue que nous avons mis en place pourra le prolonger, ou disons, lui donner une seconde vie, d'une certaine manière. Donc, réhabiliter la mémoire d'un architecte, c'est aussi, comme le dit ce matin dans la presse La Voix du Nord, Emmanuelle Villano, c'est vouloir, disons, préserver intellectuellement sa propriété intellectuelle. Nous espérons y parvenir le mieux possible. Deuxièmement, c'est aussi pour que, concrètement, militer pour que ces réalisations soient préservées, soient sauvegardées, soient même quelquefois rénovées. On est assez, disons, triste quand on voit que le journal Le Phare de Calais a ses lettres qui tombent sur le trottoir et commence quand même à être dans un état fort délabré. On est aussi très triste quand on voit l'école de garçons de la rue de Vic avoir perdu le blason de la ville de Calais. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à demander. Évidemment, on sait, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais le formidable de l'exploit du Pluviose montre que quand on se met tous ensemble, on peut en trouver peut-être. Et puis troisièmement, pourquoi Roger Poyet? C'est aussi
Préciser que pour notre ville de Calais, il s'agit là d'enjeux de mémoire, d'identité et de culture pour ses habitants, au même titre que le patrimoine industriel d'Antelier, que le patrimoine maritime et que bien d'autres choses encore pour lesquelles il faudrait peut-être faire encore plus d'informations et plus de pédagogie. Je finis ces quelques mots de présentation. Je ne saurais pas ne pas saluer M. Fernand Soubé, qui est dans ma salle, que je vois devant moi, et qui a eu la gentillesse d'ailleurs de nous prêter un grand nombre de réalisations de Roger Poyer, des calques originaux, et qui sont pour nous aussi très précieux de pouvoir les montrer à un public, nous l'espérons, grandissant. Donc, deux mots encore sur la présentation de nos intervenantes. Emmanuelle Villano, donc, qui est la parente, toujours présente, de Roger Poyer. Elle saura mieux vous le dire que moi. Elle est venue en juillet 2020, justement, lors de la destruction de la chapelle Poyer, et depuis, eh bien, je ne sais pas si Calais est devenue ta seconde ville, mais on dira que c'est devenu quelque chose d'important pour toi. Elle est architecte designer et justement très spécialisée dans les rénovations et les réhabilitations de monuments. Elle est, je vous l'ai dit, cheville ouvrière de l'exposition, mais aussi du catalogue. Et puis Magali Domain, je ne sais pas si je dois vous la présenter, mais quand même, hein, bon. Historienne, présidente des Amis du Vieux-Calais, dont je remercie au passage des présents de cette association, membre également de notre conseil d'administration. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, comme vous le savez, sur le courrier maritime, sur De Gaulle et Calais, et de bien des articles dans le quotidien Nord Littoral et dans plusieurs revues. Elle a été d'ailleurs au passage une des principales, je vais dire, lanceuses d'alerte avec Sylvie Dozinel en juillet 2020. Voilà, donc je donne maintenant la parole à Emmanuel pour commencer. Emmanuel va nous parler de Roger Poyer, d'un architecte et un artiste complet, l'auteur non seulement de beaucoup d'édifices, mais peut-être aussi de projets qui n'ont pas forcément vu le jour. Voilà, Emmanuel, tu as la parole. Merci. Merci Edith, merci à tous d'être là. Je suis très contente d'être à Calais. Vraiment, c'était une expérience incroyable de mener ça avec vous tous. Je remercie les Calaisiens de m'avoir accueilli aussi, parce que ça fait très longtemps que ma famille n'a pas tellement remis les pieds ici. Nous sommes originaires de Bailleul, tout comme Roger Poyer. Mes arrière-grands-parents étaient à Dunkerque, ils ont connu l'opération Dynamo dans leur pharmacie. Après quoi, mes grands-parents étaient Ballot-les-Bains. Et donc, ma maman, Annick Boquillet, est la dernière descendante de Roger Poyer et de son frère René, qui était pharmacien. Elle nous a appelés à la rescousse un jour de juillet 2020 pour nous dire qu'il se passait des choses à Calais qu'il fallait qu'on défende. Ma maman n'est plus très jeune. Et j'étais la seule disponible ce jour-là. Heureusement, je connaissais le travail de Roger Poyer au travers du merveilleux travail qu'avait fait Hélène Cazin, que je remercierai jamais assez. Et je savais que j'avais un ancêtre, je ne savais pas comment, j'avais un ancêtre qui m'avait plus ou moins transmis des chromosomes dans le sens de l'architecture et de l'architecture d'intérieur. Nous sommes une famille de bâtisseurs. Mon père est ingénieur architecte. Ma sœur est architecte des monuments historiques. Je suis moi-même architecte. Une autre de mes sœurs est spécialiste en trompe-l'œil. Elle restaure un grand nombre de fresques et de faux marbres, de faux bois, de choses qui ont été réalisées dans la première partie du XXe siècle. À part ma petite sœur qui est musicienne, je crois qu'on peut dire que nous sommes tous descendants de Roger Poyer, les 5 enfants uniques des 5 doigts de la main aujourd'hui. Voilà, ceci pour expliquer la vitesse avec laquelle on est arrivé, enfin moi, pour représenter mes frères et sœurs à la destruction de la chapelle Poyer. Et un mal pour un bien, finalement, ça m'a fait prendre conscience de l'incroyable héritage dont on pouvait peut-être être témoin aujourd'hui. Et j'ai réalisé le travail colossal qu'il a réalisé à Calais. Alors pour le moment, je ne connais que le travail qu'il a fait à Calais, mais il semblerait qu'il en ait fait aussi un petit peu ailleurs. Je vais passer sur les détails
sur un certain nombre de détails, parce qu'il me semble que, justement, ce qui est intéressant dans le travail de Roger Poyer, c'est que c'est un vrai travail de somme de détails, un peu comme de la dentelle. Je pense qu'il était vraiment... Il n'avait pas trouvé cette ville par hasard. Vous savez, sans doute qu'il avait épousé une dessinatrice, un petit peu célèbre à l'époque aussi, peut-être même plus célèbre que lui, un petit peu plus âgé que lui. Ça avait défrayé la chronique. C'était déjà pas quelqu'un de très dans les standards, on va dire. Et donc son travail, quand on le regarde de près, et ce que Hélène Cazin a très bien su mettre en exergue dans son ouvrage, c'est que c'est une somme de détails. Rien n'est laissé au hasard. Tout est calculé, tout est dessiné, avec un soin immense. Et c'est la somme de tout ça qui fait, on va dire, un ensemble relativement équilibré. À l'époque, il a défrayé un petit peu la chronique, puisque dans des journaux spécialisés qui étaient quand même des journaux pour quelques happy few, hein, tout le monde ne lisait pas l'architecture, il est paru dans l'architecture moderne, non seulement pour l'Impulse du travail, qui peut-être son l'édifice le plus connu, mais qui ne me semble pas être le plus intéressant, même si il a évidemment beaucoup de valeur aux yeux des Calaisiens, et on comprend pourquoi. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, et ça s'est confirmé avec le temps, c'est son travail sur l'école du petit quinquin, en tout cas l'école qu'il aimait appeler le petit quinquin, qui aujourd'hui porte vaguement 2 ou 3 noms, on ne sait pas pourquoi, voilà, c'est quand même une école du petit quinquin. Enfin, bon. Donc, à la découverte de cette école, évidemment, je me suis rendu compte qu'elle était pas forcément très bien entretenue, elle non plus. Et puis, au fur et à mesure de mes recherches, aux archives municipales, bien sûr, et puis grâce au don de Fernand Soupé, au prêt de Fernand Soupé, je me suis rendu compte qu'il y avait un travail colossal qui avait été fait sur plein de détails qui ont disparu aujourd'hui, qu'on a cru bon effacer, comme la typographie qui avait été spécialement dessinée pour l'école, qui ornait donc un peu dans un esprit Bauhaus. Je ne sais pas si Bauhaus c'est un mot qui dit beaucoup de choses à tout le monde. Enfin, il semblerait quand même qu'il ait fait partie de l'Union des artistes modernes. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui pouvait probablement parler toutes les semaines, tous les mois à des gens comme Robert Malesténance. Vous voyez, à Calais, vous avez eu un architecte de la ville qui a travaillé exactement de la même manière que tous ces gens-là, c'est-à-dire en faisant intervenir tous les niveaux de l'art et de l'artisanat, et en étant capable de faire par eux-mêmes parfois certaines choses. Pour preuve, la tombe de son fils qu'il a réalisé lui-même en 1925. Et si vous regardez bien cette photo, un peu floue, vous remarquerez peut-être qu'il y a une fresque ou peut-être un bas-relief, on ne sait pas trop. À la gauche, il y en avait certainement aussi à droite de l'entrée, qui était probablement, et même certainement, fait par Paul-Émile Saint-Jean. Voilà. Donc, petit morceau de bravoure comme ça. Voilà. Donc, au fil du temps, on voit aussi que il a fallu se conformer aux normes énergétiques, alors que au départ, on était dans une logique d'hygiène aussi, très, très, très préoccupé par la santé. On était au lendemain aussi de très grandes crises d'hygiène dans ce pays, la grippe espagnole, entre autres. Et donc, si vous voyez la rénovation qui a été faite sur des fenêtres qui s'ouvraient à l'époque, qu'on appelle en guillotine, aujourd'hui on a plus ou moins rajouté des coffres roulants, donc obstrué la lumière d'une certaine manière, enfin, complètement changé l'équilibre de cette façade. À l'intérieur du petit quinquin, j'ai eu le plaisir et la chance de visiter grâce à sa directrice qui m'a très gentiment accueillie, que je remercierai non plus jamais assez.
On n'a malheureusement pas, on reverra malheureusement plus jamais le travail qu'il a effectué aussi avec Paul et Max Ingrand, des fresques sur ce petit théâtre de marionnettes, avec lui aussi tous ces oiseaux autour. Il a ces grandes, on va dire, joies dessinées sur ces murs. Et puis si vous regardez bien, le mobilier, toutes les formes de mobilier, alors à commencer par le théâtre de marionnettes et les coffres à jouer, qui ressemblent presque à des formes que moi j'ai retrouvées chez Michael Graves, donc peut-être 70 ans plus tard. Des formes un peu Memphis comme ça, ça fait réfléchir parce qu'on se dit, voilà, on était en 1932, ça a été dessiné entre 1929 et 1931. Et ce gars, il a juste fait un truc qu'on ferait encore aujourd'hui. Voilà. Ultra pérenne. Et ça a été détruit, probablement pour plus de praticité là aussi. Les bancs, les chaises, les tables sont des éditions qui ont disparu aujourd'hui, qui étaient probablement faites chez Tonnet. Je ne sais pas si vous les voyez très très bien, mais il y a un banc nous a été prêté, que vous pouvez voir à l'exposition, qui a été peint maintes et maintes fois, mais qui était vraisemblablement à l'origine avec ce niveau de détail de bois étuvé, courbé comme ça, sur de l'acier brossé ou chromé. Aujourd'hui, une chaise comme celle que vous voyez à gauche, à Drouot, elle part dans les environs de 20 000 euros. Donc il y a 3 bancs à 20 000 euros dans l'école du petit Quinquin. Et quand je dis 20 000 euros, c'est probablement plus, parce que maintenant, on n'en verra plus jamais. Ce sont la vingtaine ou la trentaine, peut-être la quarantaine de bancs, de chaises et de tables qui ont été réalisées pour l'école du petit Quinquin sont disparus. Je scrute Pinterest et les sites internet à longueur de journée pour essayer de retrouver les morceaux. Je ne désespère pas, mais voilà. Mais tout ce qui me reste, c'est la photo ici en haut à gauche, grâce à Fernand Soupert. Et puis, ces 3 petits bancs qui sont à l'école du petit Quinquin. Derrière ces 3 petits bancs, vous voyez, toujours dans le même niveau de détail, les sols de granito avec des entretoises de bois ou des carrés graissés à rames montés sur gorge. Ici à gauche, vous voyez des pièces faites sur mesure, enfin des pièces qui sont utilisées sur mesure pour pouvoir mieux nettoyer sans qu'il reste la moindre trace de poussière et que la lavette puisse passer tranquillement. Toujours dans un souci d'hygiénisme. Voilà pour le petit Quinquin. Je suis qu'au début de mes recherches, mais j'espère pouvoir vous en parler plus avant, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, je ne lâcherai pas. À Calais, j'ai aussi eu la très grande chance de découvrir les gens et les habitations, on va dire, plus bourgeoises ou habitations à loyer moderne de l'époque qui ont pris un peu plus de cachet. Et j'ai été accueillie par des gens formidables, merci à tous. J'ai pu rentrer dans ces maisons. Alors avant de rentrer, on peut observer que les portes elles-mêmes ont été travaillées avec le plus grand soin. Il y en a qui n'existent plus. La maison Drouin, ici, à droite, les portes de garage ont disparu. La chapelle, nous n'en parlons pas. On a toujours la porte de la pharmacie de Poupelier, la porte annexe de la pharmacie de Poupelier. La porte de la maison au phare étendard qui a été remarquablement restaurée. Merci beaucoup aux propriétaires de cette maison qui ont conscience du joyau dans lequel ils habitent. Même chose pour la maison de la rue Valenciennes. Au milieu, c'est la porte d'une petite HBM. J'ai oublié son nom, mais je crois que c'est la maison Le Gros. Avant-dernière, en bas à droite, c'est la porte de la maison Marquis, qui est encore, je crois, comme ça. Et puis, la dernière à droite, celle de la maison Bourgine, qui est aussi une petite merveille très bien restaurée par des architectes, par une personne qui est architecte. À l'intérieur,
même niveau de détail. Alors ici, on a un mix de différentes maisons, mais chaque maison, en fait, a son motif de porte, son motif de poignée, son motif de parmenture de poignée. Et puis, celle que vous voyez avec les vitraux, la croix, c'est celle de Saint-Joseph, les tisseurs à côté. C'est pas l'église elle-même, c'est le presbytère. Voilà. Même chose, j'ai été accueillie par les tisseurs, parce qu'ils sont incroyables. Dans le même ordre d'idée, on a malheureusement les maisons de la rue des Fleurs, qui sont des maisons qui sont plutôt des maisons ouvrières, c'est-à-dire qui étaient à 2 pas du patron de je ne sais plus quelle usine. Là, excusez-moi, mais je ne passe pas suffisamment de temps à Calais pour avoir les détails à chaque fois. Les photos que vous voyez, c'est des choses qui sont l'état de 1997, je crois, ou 98. Il ne reste plus rien de tout ça. Nous n'avons plus que du PVC, du Leroy Merlin, et plus rien. Niveau de détail aussi apporté aux cheminées, voilà les 2 dernières photos qu'on met de cheminées dessinées pour ces maisons. À gauche, la maison Marquis, la cheminée qui n'existe plus. Et à droite, la maison au phare d'étendard où elle a été restaurée. Alors j'ai pris des photos de telle manière qu'on ne voit pas forcément ce qui appartient aux gens à l'intérieur, par discrétion, mais si vous avez l'occasion de faire la petite visite, vous les verrez plus près. Les rampes d'escalier, même chose, pas 2 maisons identiques, chacune son style. Celle qui est tout à fait à droite, c'est celle que j'ai visitée de nuit, c'est celle de la chapelle. Oui, parfait état. Les caches radiateurs, puisqu'il y a tout méritait d'être dessiné, pourquoi pas les caches radiateurs. Je crois que je suis sûre que les 2 photos en bas et à droite sont celles de la maison Marquis, donc qui n'existe plus. Et à gauche, en haut, la maison Bourgine, où ils sont restés en parfait état. Les vitraux, alors beaucoup de travail sur le vitrail. Je crois que Roger Poyer adorait les vitraux, et s'il ne pouvait pas mettre des vitraux, il se débrouillait pour trouver de jolies vitres, comme la maison Drouin, où il a récupéré, il les a forcément récupérés, des carreaux qui n'étaient plus édités depuis longtemps pour la reconstruction de cette maison. Il les a probablement récupérés dans des gravats de la guerre 14-18. Et j'ai pas de photo là, c'est dommage, mais c'est dans le catalogue. À la page de la maison Drouin, des carreaux je ne vais pas dire le nom de la maison, ça ne me revient pas tout de suite, mais vous la connaissez tous, c'est la plus grande maison, le plus grand faiseur français, et donc qui représente d'une certaine manière des dentelles. Tout à fait en bas, ici à gauche, c'est une photo de photo. C'est un des vestiges aussi qu'on a des vitraux qui avaient été faits pour le taxi-bar. C'est un travail qui avait été fait vraisemblablement par Le Chevalier, qui était le grand designer de vitraux de l'époque. Et j'ai trouvé ça dans un livre sur Paris, qu'on pourrait peut-être éventuellement d'ailleurs laisser consulter un jour dans une exposition. À gauche, vous avez la très grande verrière de la maison au phare d'étendard. Voilà, tout ceci pour dire que c'était, je pense, quelqu'un qui, on dirait aujourd'hui, s'éclatait complètement dans son travail. D'ailleurs, je pense qu'il ne faisait que travailler. D'après ce que la famille est capable de dire, c'était quelqu'un qui était extrêmement investi, et dans son travail et dans la transmission. Professeur aux arts décoratifs et techniques de Calais, qui n'existe plus non plus. C'était quelqu'un qui ne voyait que par le fait de bâtir, le fait de créer, et puis qui a reconstruit par 2 fois, par 2 guerres,
au lendemain de 2 guerres. C'est vraiment dommage qu'on soit arrivé à faire pire que la guerre aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure de la tombe de son fils. C'est peut-être elle qui concentre le mieux tout ce qu'il aimait. La couleur, la joie, le travail sur ces espèces de feuillures en escalier vertical, que moi j'ai toujours adoré parce que je suis une grande fan du travail de Carlo Scarpa qui a lui aussi fait une tombe pour des clients, la tombe de Briand, qui est très connue. Et ça m'a beaucoup ému de voir cette tombe la première fois que je l'ai vue, parce que j'ai immédiatement pensé à Carlo Scarpa qui a donc effectué ce travail 50 ans après la tombe de Michel Coligny. Et puis on ne peut pas s'empêcher, quand on voit la bourse du travail, d'avoir tout de suite le cerveau qui voyage à Miami, dans les villes qui apprécient l'art déco, qui ont conscience de la valeur du travail. Alors on peut trouver ça molosse, un peu bulky, un peu voilà. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un travail qui a été fait pour les gens, qui est un travail qui a été fait pour le travail. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une résonance assez forte quand même avec l'actualité. Et enfin, cette dernière image, c'est un peu pour corroborer le niveau de détail et d'implication. Voilà. Les imbrications de briques, le travail de ferronnerie avec les diamantes, les dessins préparés, et puis à gauche, la seule maison, la maison Paul, la double maison Paul, qui est signée et qui soit à son nom. Je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel. Il y aura bien sûr un temps pour les échanges au terme des deux présentations. Au passage, quand même, je voulais vous préciser, pour ceux qui ne le savent pas, on a nommé plusieurs fois M. Fernand Soupé. Il saura peut-être se présenter dans les échanges. Il est l'architecte lui-même, pour ceux qui le connaissent de Calais, et qui a réalisé beaucoup de choses. Il est donc le fils de Jean Soupé. Jean Soupé ayant été le collaborateur de Roger Poyer à compter de 1943, je crois, pour la phase de la reconstruction. Voilà, donc pour ça c'était une petite précision. Et donc M. Soupé a eu la bonne idée de léguer aux archives municipales, ce qui nous a permis de beaucoup travailler là-dessus, un grand nombre de calques réalisés par Roger Poyer. Et au passage, donc aussi un grand merci aux archives municipales de nous avoir guidés et accompagnés dans cette recherche. Vous avez dans la salle, mais bon, par souci de discrétion, on trouve que quand même c'est normal, les maisons Sancier, Bourgine, etc. Ce sont les noms d'origine, bien évidemment. Donc vous avez dans la salle des propriétaires de ces maisons. On les remercie aussi beaucoup. Et voilà, bon, s'ils veulent se faire connaître, c'est sans aucun problème, mais nous n'en prenons pas, nous, l'initiative, c'est normal. Mais on en a identifié quand même quelques-uns, et on pense d'ailleurs créer un club des propriétaires de maisons Poyer, voire des locataires. Voilà, ça sera encore quelque chose de sympathique. Bon, on ne peut pas défiler l'histoire comme ça. Vous savez, à chaque fois qu'on parle de Roger Poyer, on a l'impression d'avoir des fils comme ça. On tire un fil, on tire un autre fil, encore un autre fil. Bon, ça nous fera peut-être beaucoup de conférences, et on est très contents. Mais un petit mot sur le taxi-bar, parce que je vois François Descamps dans la salle, notre ami aussi, administrateur de l'EPAC. Et le taxi-bar, c'était en fait une réalisation qui était place d'Armes, qui a été détruite par la guerre, évidemment, par la Seconde Guerre. Et dans ce que nous a gentiment remis Hélène Cazin comme archive, on a retrouvé une lettre d'Henri Letellier, dont j'ai évidemment donné le double à François Descamps. Et dans cette lettre, Henri Letellier nous parle du taxi-bar, de ces vitraux dans lesquels qui ornaient ce café, qui était en fait un café, et où se réunissaient les intellectuels et les artistes de l'époque. C'était là aussi quand même très, très émouvant.
Peut-être encore un mot des artistes, Emmanuel, qui ont jalonné. Tu nous as parlé de Paul et Max Ingrand, tu nous as parlé de Robert Coin, non, pas de Robert Coin. Et puis il y avait encore quand même Barillet, c'était important. Oui, il n'y avait pas que tous ces gens-là. Enfin, il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'était des gens qui étaient vraiment très très connus, quoi, comme Philippe Starck aujourd'hui. Et c'était même très parisien de travailler avec ces gens-là. C'est étonnant quand même qu'un garçon comme Roger Poyer, qui n'a jamais voulu qu'on le connaisse particulièrement, se soit adressé à eux, à Edgar Brandt, qui était la plus grande entreprise de ferronnerie artisanale. Barillet, évidemment, c'était un incontournable pour les vitraux, mais avoir eu accès, avoir pu connaître le Chevalier, qui était le designer de Barillet, sans lequel d'ailleurs Barillet ne serait pas connu aujourd'hui. Qu'y avait-il encore? Je pense que la tombe de Michel a été faite de près ou de loin par les entreprises Odorico, certainement sur un dessin de Roger Poyer. Odorico, c'était vraiment le grand faiseur aussi de la mosaïque. En tout cas, c'est ce que m'a dit le pierriste, les archives du pierriste qui avait fait la tombe en elle-même. Robert Coin, j'ai pas de données encore sur lui. Paul et Max Ingrand, évidemment, alors ça, très grand artiste de l'époque. Je ne sais pas si on devait comparer aujourd'hui, on dirait Castelbajac. C'était des gens que tout le monde connaissait. Elle dessinait des bijoux incroyables. C'était même plutôt elle que lui, d'ailleurs, qui a fait les fresques. C'était elle l'artiste. Lui, c'était un technicien. J'en oublie? Non, sans doute pas. Peut-être qu'on va encore en découvrir. Et puis on a des connaisseurs et des connaisseuses dans la salle qui sauront nous dire, n'est-ce pas? Bon, bah écoute, mais on va passer la parole maintenant à Magali pour parler d'un projet, justement, plus que d'une réalisation, pour montrer qu'il est aussi l'auteur de choses qui n'ont jamais vu le jour, mais qui auraient pu être aussi fort intéressantes. Oui, fort intéressante et qui aurait pu changer le destin de la ville de Calais. Mais avant toute chose, je souhaite dire que je suis très heureuse. Alors moi je suis calaisienne de naissance. J'ai toujours vécu quasiment à Calais, sauf pendant mes études. Et vous voyez, je suis à nouveau à Calais, même si je travaille à Boulogne. Et je suis très heureuse de voir Calais inscrite dans cette manifestation qui est le printemps de l'art déco. Au même titre que d'autres villes, Boulogne-sur-Mer, le Touquet. Et je pense que Edith ne m'en voudra pas si je dis que c'est quand même une personne de l'EPAC qui est à l'origine de tout ça, c'est Sylvie Dozinel, donc qui est très discrète, mais je souhaite quand même lui rendre hommage et lui tirer un coup de chapeau d'emblée. Et puis je suis très heureuse une femme comme Emmanuel, elle nous dise je suis venue à Calais et puis les gens sont super. Et puis que les Calaisiens portent un regard nouveau sur l'architecture d'une ville qui certes a beaucoup souffert pendant la Première et surtout la Deuxième Guerre mondiale, je ne vous apprends rien, mais qui possède de très beaux immeubles qui méritent qu'on les préserve et qu'on les valorise. Et cette fameuse bourse du travail, que j'ai toujours entendu tellement décrier, y compris par mes parents, la voir autrement. Je suis moi-même surprise quand on me dit on voyage à Miami, mais pourquoi pas, avec certains éléments. Bon, j'ai toujours entendu dire c'est de l'art stalinien, je pense que c'est un petit peu tout much. Mais voilà, ce sont des réalisations exceptionnelles. Alors, parmi ces réalisations exceptionnelles, mais qui n'ont pas vu le jour de Roger Poyer, eh bien, il y avait dans l'entre-deux-guerres un projet pour totalement transformer la plage de Calais. Après la Première Guerre mondiale, on veut donner un nouveau souffle à la ville qui n'a jamais véritablement acquis le rang de station balnéaire pour diverses raisons sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir. Bon, il y avait un casino, il y avait des chalets, des cabines de plage, comme on disait à l'époque, mais sous l'égide d'un maire très dynamique qui
s'appelait Léon Vincent, dont vous avez le buste toujours au Bourgard maritime, eh bien, un projet de remodelage total de la plage de Calais avait été conçu sous l'égide de Roger Poyet, et ce dessin donc, qui nous a été prêté par le musée des Beaux-Arts de Calais, hein, c'est dans leur collection, nous montre la vue panoramique de cette plage qui a été proposée par Roger Poyet. Alors je ne sais pas si vous connaissez la plage de Calais, en tout cas je crois que ce n'est pas une vantardise de dire que notre plage elle est magnifique, elle a vraiment des centaines de mètres de sable fin qui se déroulent, et pour Roger Poyet, l'idéal c'était que tous puissent jouir de la vue superbe sur cette plage, sur la mer et les côtes d'Angleterre. Alors, il y avait l'idée de tout raser, sauf qu'il n'y avait pas grand-chose en fait sur la plage de Calais en 1919-1920. Il y avait un très grand casino qui paraissait désuet à l'époque, quelques constructions, mais ça restait beaucoup un endroit où il y avait des dunes et puis des constructions très éphémères. Alors j'ai fait quelques zooms. Vous voyez qu'il avait conçu les choses en très grand, avec des avenues, on peut dire, des artères larges pour pouvoir circuler en automobile, sachant que la plage de Calais était très mal reliée à Calais Nord à l'époque. Hein, le pont Henri-Hénon était assez récent, et puis c'était très difficile de circuler. Bon, même il n'y avait pas l'électricité qui fonctionnait, je crois qu'on l'arrêtait à partir de 20h, enfin bon bref. Donc lui, il conçoit vraiment quelque chose d'extrêmement moderne. On a parlé de normes d'hygiène, idem. Hein. En fait, ce qu'il avait conçu, eh bien, c'était le Calais du futur, le Calais de l'avenir. Alors, bien sûr, on ne va pas se mentir, si ça avait vu le jour, je pense que ça n'aurait pas survécu à la Seconde Guerre mondiale, puisque les bombardements ont essentiellement visé le port, et d'ailleurs la plage et les zones interdites, hein, puisque les Allemands pensaient à juste titre que c'était une zone très stratégique. Mais on aurait pu reconstruire. Voilà. Si ça avait vu le jour. Alors, vous voyez deux bâtiments très importants. Hein, il y en a un qui est presque au centre et puis l'autre sur votre droite. Alors, voilà. J'ai retrouvé aux archives municipales les esquisses de 3 projets. Donc, vous avez cette grande vue panoramique colorée qui fait partie du fond du musée des Beaux-Arts. Et là, j'ai laissé les couleurs, hein, c'est dans un petit peu bleu. Vous voyez qu'il n'a pas travaillé seul, puisqu'il y avait un autre architecte anglais, Adamson, enfin je ne le connais pas, mais ils ont travaillé à deux, et vous avez un petit style anglo-normand, m'a dit tout à l'heure Emmanuel, donc je vais suivre son... Parce que bon, moi c'est l'histoire qui m'intéresse plus que l'architecture, mais je pense que le patrimoine c'est une entrée idéale pour s'intéresser à l'histoire, et moi c'est pour ça que j'aime et je défends le patrimoine. Donc il avait conçu un casino avec un théâtre. Voilà, les deux fonctions étaient combinées. Et vous voyez que l'automobile est très présente, alors que dans les années 20, à Calais, bon, bien sûr, hein, il y avait des voitures, mais ce n'était pas encore très répandu. Mais il avait une vision, il anticipait les choses. Alors, je vais d'abord montrer celui-ci, puisque je vous ai dit qu'il y avait 2 bâtiments très importants. Alors, le premier hôtel de Calais. Pour qu'une station balnéaire puisse vraiment mériter ce nom, si on part de la définition stricte, hein, bon, bien sûr il faut une influence, mais voilà. Il y a un certain prestige qui est souvent attaché au terme de station balnéaire, et Boulogne-sur-Mer le savez bien, vous allez encore à Boulogne-sur-Mer, vous avez certains anciens hôtels qui ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Et bien Calais n'avait pas de grand hôtel donnant sur la plage. Alors celui-ci, pour ne pas me tromper, il comportait 300 chambres.
salle de restaurant, grill room, American bar, salon de réception, bain d'eau de mer chaud, immense garage, golf miniature. Alors, ce n'était pas le seul, il y en avait un autre qui était prévu, moins grand, 200 chambres seulement. Un restaurant, une brasserie, un grand garage et un troisième, un petit peu plus modeste, qui devait correspondre à la formule dite du touring club. Je pense que c'était des touristes qui appartenaient à la classe moyenne. Donc il y avait cette idée que Calais pouvait attirer de nombreux touristes, des touristes de classe très aisée comme de classe plus moyenne. Alors, il avait aussi conçu, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, moi quand je vois ça, ça me fait penser à l'esquisse du HBM Edgar Quinet, enfin plus ou moins, enfin je ne sais pas, dans cette composition-là. Il avait prévu aussi qu'il y ait des maisons d'habitation. Dans la vue panoramique que je vous ai montrée, il n'y avait pas que l'immédiat front-mer, hein, ça allait un petit peu vers la ville. Alors, il y avait des villas très cossues, qui avait un peu un style de cottage, qui est entouré de jardins et qui donnait directement sur des avenues. Par contre, il avait également pensé aux classes moyennes. Il y avait des blocs d'immeubles, mais quand on parle d'immeubles, Emmanuel me dira si je me trompe, en fait, on a quelques étages, et c'était surtout des maisons accolées les unes aux autres. Et il y avait l'idée de mettre en place des boutiques. Et ceux qui peut-être vivent au niveau de la plage de Calais savent qu'il y a quelques boutiques, il y a une boulangerie, heureusement, enfin. Mais souvent, les riverains disent on aimerait peut-être un petit peu plus de. Puis ça donne de la vie, les boutiques. Donc lui, il avait conçu ça immédiatement. Alors, on peut se dire, Roger Pollier, il y avait une fibre très sociale, le Bourse du Travail, le HBM, et j'en passe. Quid des classes populaires. La plage de Calais a toujours été une plage populaire, essentiellement fréquentée par des Calaisiens, par des gens du Calaisie, par des gens du Nord-Pas-de-Calais. Bon, Roger Pollier se disait bien qu'on pouvait attirer au-delà. Et je dis encore comme Boulogne-sur-Mer. Je ne parle même pas du Touquet. Le Touquet, à l'époque, était encore en développement. Mais il a pensé aux classes populaires. Alors, je ne sais pas si on peut... Non, peut-être... Bon, je ne pense pas qu'elles ont été dessinées. Mais il n'y a plus les fameux chalets. Alors, c'est vrai, les chalets font partie de l'identité aujourd'hui de Calais. Ils étaient en assez mauvais état après la Première Guerre mondiale. Même si il y en a qui restaient encore debout. Il y avait les cabines roulantes. Les cabines roulantes, elles ont disparu pour X raisons, notamment parce qu'il n'y avait plus beaucoup de chevaux. À l'époque, chevaux, on les avait fait massacrer pendant la guerre 14-18. Bref, ils pensaient à mettre en place des cabines de louage. Pour un tarif très bas, on pouvait profiter de ces cabines de louage pour enlever ses vêtements et revêtir son maillot de bain. À l'époque, son costume de bain, tout à fait, c'est vrai. La pudeur était encore de mise, même si les mœurs s'assouplissent un petit peu, justement, dans l'entre-deux-guerres. Et donc, les classes populaires n'étaient pas du tout oubliées. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je ne sais pas non plus si on le voit sur le panorama. J'avoue que j'ai pas regardé de près, mais il avait également prévu les équipements sportifs, et pas des moindres. Léon Vincent, il avait organisé une grande fête de gymnastique. Je ne sais plus si c'était pas la 28e à l'échelle nationale. Léon Vincent, il avait aussi une grande ambition pour Calais, et il voulait que Calais devienne la ville des sports, entre autres. Alors, pour ne pas vous dire de bêtises, il avait prévu donc un bassin, par rapport à la natation bien sûr, de 50 mètres sur 18 mètres, et un autre de 25 mètres sur 18 mètres, soit en tout 75 mètres de longueur, ce qui pouvait permettre éventuellement d'organiser des championnats du monde. Il y avait dans cet établissement 300 cabines, des gradins pour recevoir 4000 spectateurs. Il y avait un tea room, un bar, des locaux pour coiffeurs, masseurs, pédicure, manucure, service médical,
salle de bain de mer chaud, des salles de douche et de massage sous l'eau, un solarium. Attendez, on veut accueillir les athlètes pour Paris 2024, là on aurait eu tout ce qu'il faut. Un cours de tennis également, accessible à 2000 spectateurs, aménagé à proximité du casino, et aussi une vingtaine de cours de tennis plus petits, disséminés sur divers emplacements. Une certaine Gisèle Plummery avait fondé un club de tennis, justement, précisément, dans cette zone de la plage. Alors, je n'en ai absolument aucune preuve, mais à mon avis, ces deux personnes devaient être en contact. De toute façon, le phare de Calais, dont le directeur était Jules Plummery, a beaucoup défendu la nouvelle station balnéaire. Alors, on peut dire c'est pharaonique, c'est titanesque, c'est pas possible pour Calais. Je vous signale que 1923, c'est la fin, c'est l'achèvement de notre mairie. La mairie de Calais, elle est quand même assez pharaonique, elle est assez grande. Voilà. Donc on voyait grand. Évidemment, ça aurait demandé beaucoup d'argent. L'investissement, il était en grande partie privé, et c'est la raison pour laquelle ce projet n'a pas vu le jour. Que se passe-t-il? Alors, j'ai pas les dates exactes, mais on va dire que en 1925, tout ça, c'est sur le papier, c'est fait, ça déclenche un certain enthousiasme. Bon, bien sûr, ça demande toujours à être amendé, revu, mais enfin, il y a une ambition, il y a une vision. Mais la plage de Calais a souffert dans son développement d'un problème supplémentaire, en plus de ce que j'ai évoqué, c'est que longtemps, des terrains ont été réservés à un usage militaire. Et donc, il a fallu négocier avec l'État, avec plein d'administrations, pour récupérer ces terrains. Et encore, ils n'ont pas tous été récupérés, mais enfin, la plupart. Ça, c'est fait à peu près en 1929. Se déroule un certain problème économique qui s'appelle le krach de Wall Street, qui touche de plein fouet la France en 1931, et justement, les débuts des travaux étaient prévus en 1931. Donc tout ça, ça a été remballé. Hein. Le promoteur, il s'appelait, je n'ai pas trouvé son prénom, il s'appelait Guilbeault. Lui aussi voyait grand parce qu'il voyait une station balnéaire qui courrait de Calais jusqu'à Sangatte, en incluant la plage des baraques, aujourd'hui Blériot-Plage. Voilà. Alors, ça a été remisé, sauf que, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été remis sur le tapis. Mais la reconstruction de Calais étant tellement compliquée, tellement énorme aussi, que ça n'a pas été au bout. Et les immeubles d'habitation que vous connaissez à Calais aujourd'hui ont été développés essentiellement dans les années 70. Voilà. Alors je ne sais pas si tu... Non, très bien, merci. Merci beaucoup. Bon, parlant de... Bon, alors, il y a des projets qui n'ont pas pu voir le jour. Il y en a aussi bon, les réalisations qui ont disparu. Bon, on a suffisamment, je pense, maintenant parlé de la chapelle Pouillet, mais il y a aussi quand même un autre édifice intéressant, celui de la capitainerie, ce qui m'amène aussi à un petit remerciement au passage à Marcel Charpentier, qui a eu la gentillesse de nous prêter cet immense poster qui mange la moitié de la vitrine de l'Office du tourisme de Calais-Côte d'Opale. Et donc sur la capitainerie, peut-être quelques mots, Magali? Oui, alors, moi, ce bâtiment, je ne le connaissais pas. J'avoue que depuis que je fréquente le bord, voilà, il a été détruit. Et c'est à l'occasion de... Alors, je suis collectionneuse de cartes postales anciennes de Calais, donc j'avais vu sa silhouette. Mais du coup, j'ai fait quelques recherches, et Manuel, tu connais sans doute, je pense que c'est un numéro de la construction moderne, je suis plus sûre, ça fait la une de... 1932. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est une construction qui avait été reconnue dans le milieu, tu parlais de la fiction tout à l'heure, parmi les gens qui aiment l'architecture. Donc là, on est à la période Art déco aussi, hein, on est en 30, 31, 32. Et c'était la capitainerie. Voilà.
Donc c'est vrai que si vous allez à l'exposition, vous allez voir un magnifique poster représentant ce majestueux édifice. Alors je vais vous montrer une série d'images qui ont été prêtées par René René, président de Calais Photo Nostalgie. Je trouve que c'est pas mal que les associations se fédèrent pour valoriser au maximum un patrimoine. Donc alors, là, c'est vrai que moi j'aime bien retracer l'histoire des monuments, des édifices, etc. Là, j'ai des trous. Voilà. Donc cette photo, je reconnais l'ancien Bourguin. Donc ça a été pris avant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous voyez bien la situation de cette capitainerie. Alors j'ai une autre photo. Voilà. Alors là, on voit bien que c'était le quai de la Colonne. Vous la voyez, la colonne sur la droite, c'est la colonne Louis XVIII que nous avons conservée, mais qui a complètement changé de place et qui a donné primitivement son nom à la colonne. Et vous voyez au premier plan ces véhicules qui servaient à transporter le poisson. Voilà. Alors, ici, je pense que c'est encore dans les années 30, c'est une belle photo signée Paul Villy. Paul Villy qui a voulu immortaliser les côtés pittoresques et les côtés esthétiques aussi de Calais. Il a photographié la population, mais aussi des édifices. Vous voyez ce bateau à vapeur. Hop. Deuxième Guerre mondiale. La ville est bien sûr complètement occupée. Alors j'ignore exactement ce qui faisaient les Allemands. À mon avis, bon, ils ont investi les lieux, ça c'est évident. La tour devait leur servir quand même de lieu une sorte de tour de guet. Là, j'avoue que je n'ai aucune certitude. Il faudrait que je discute avec les collègues spécialistes de la Deuxième Guerre mondiale qui sont intervenus récemment pour faire des conférences. Mais en tout cas, le bâtiment, il est aux mains de l'occupant. Et il perd sa tour. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, on voit bien le quai tout à l'heure photographié par Paul Villy. Il ne reste plus grand-chose. C'est quasiment la même prise de vue. Vous la voyez, là, la capitainerie, au niveau de la première grue, au centre. Elle est complètement éclatée, décapitée. Et là, on la voit. C'est les années 60. Oui, alors là, Calais commence à se construire. Vous avez l'immeuble de la Matelote qui a vu le jour. Et la capitainerie est ici, vers la droite. Je pense que vous la voyez, j'ai pas pris de petit pointeur. Alors là, je ne sais pas si vous la distinguez. Elle est devant les deux hangars jumeaux. Elle est toujours présente. On voit que le Bourguin n'est pas encore reconstruit. Et la tour non plus. Alors ici, on la voit complètement sur le coin en bas à gauche. J'aime bien cette photo parce qu'elle est très vivante. Alors je ne sais pas exactement la dater, années 50-60, je l'ignore, sûrement. Hein. Oui. Alors celle-là, mystère parce que là, c'est pas construit, le Bourguin. Et on voit une sorte d'échafaudage au niveau de la tour. Donc là, franchement, je ne sais pas. Alors, peut-être que d'anciens Calaisiens pourront m'éclairer. Alors, je sais que j'avais fait passer un article dans la Voix du Nord en 2020. J'avais dit, s'il y a des lecteurs qui ont des informations, qui les partagent, mais bon, je n'ai pas eu de retour. Alors, c'est cette photo-là que j'avais trouvée, cette carte postale-là que j'avais trouvée sur la capitainerie. Et on voit bien, c'est écrit Société centrale des sauveteurs des naufragés. Donc c'était une fierté pour le Bourguin. Et j'ai retrouvé également cette photo. Alors Roger Pollier, il était très... tout ce côté esthétique, ce côté social, mais aussi pratico-pratique. Le fameux canot Maréchal Foch des sauveteurs, dont on a reparlé il n'y a pas longtemps parce qu'il a été restauré, il y avait un système qui lui permettait d'aller très rapidement en mer. Voilà, et il est sorti et, j'allais dire pouf, il était prêt à l'emploi. Voilà. Alors une photo couleur qui doit dater du début des années 70. Donc là, l'immeuble n'avait pas été reconstruit. Et condamné après 50 ans de service, l'ancienne capitainerie du port a vécu.
Ça, c'est un article de La Voix du Nord. Alors, ouais, vous avez une sorte de petit R5, je sais pas. Alors là, on est en 84. Vous voyez la capitainerie qui a succédé, qu'on a conservée, et je trouve que c'est très bien. Maintenant, on en a une toute nouvelle. Si on avait conservé celle de Pouillet, ça nous faisait un beau déroulement dans le temps. Et voilà le bâtiment, après qu'il ait subi les premiers assauts des démolisseurs. Voilà. Et c'est vrai que j'interroge pas mal de personnes, notamment très récemment mon père, qui est quand même un Calaisien plus ancien que moi par démission. Et il dit oui, c'est vrai, mais je ne me rappelle plus trop. Et je suis quand même surprise que ce bâtiment n'est pas... Alors quelqu'un me disait que c'était sur le domaine maritime, on ne pouvait pas forcément très bien y accéder. Mais je voudrais vous montrer quelque chose. Alors là, vous allez dire, mais ça va pas. Le clocher de Nordkerk. Une collègue, professeure d'histoire géo, Francine Dorel, j'ai visité avec elle Nordkerk, dans le Calaisie, et elle m'a dit, mais nous sommes fiers de notre clocher. C'est un clocher art déco, c'est un clocher Roger Pouillet. Je lui dis, non, si. Donc, là, vous avez la photo aujourd'hui et une photo que m'a prêtée Hervé Tavernier en noir et blanc. Hervé Tavernier qui n'est pas là, mais que je remercie. Ce clocher, il fait la fierté du village de Nordkerk. Eux, ils sont heureux de l'avoir conservé. Et voilà, j'ai trouvé sur un site touristique, donc c'est l'église Saint-Martin. Donc, vous avez des informations sur l'histoire de l'église. Je lis simplement la dernière phrase. En 1934, à la demande de l'abbé Flandrin, on construit un clocher de style art déco, œuvre de Roger Pouillet, architecte avant-gardiste, sur le modèle du clocher du bâtiment de service des officiers du port de 1931, autrement dit la capitainerie. Aujourd'hui, enfin disparu aujourd'hui. Donc en fait, la tour de la capitainerie, elle avait disparu après la Deuxième Guerre mondiale, mais on en trouvait une reproduction à l'identique en haut de l'église de Nordkerk, sachant que tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne sait pas qu'il s'agit de Roger Pouillet. Là, je suis allée sur le site du doyenné du Calaisie, mais sûrement pas pour critiquer, parce que là, bon, c'est écrit que c'est un clocher art déco, en béton et briques rouges. Mais je ne le dis pas du tout parce qu'ils ont fait un effort pour le restaurer en 2016. Voilà. Bon, j'allais dire, c'est pas parce que c'est Roger Pouillet qu'il faut le restaurer, c'est parce que c'est beau. Mais le fait que ce soit un élément Roger Pouillet, ça mérite, je pense, d'être davantage connu. Et Emmanuel, je pense qu'il va falloir que tu reviennes non seulement à télé, mais en Calaisie, parce que je suis persuadée, j'ai déjà quelques petites pistes, certains bâtiments, notamment aux attaques, je ne suis pas sûre, mais doivent être signés Roger Pouillet. Mais comme tu me l'as dit, c'était quelqu'un de très modeste, qui signait très peu ses œuvres. Et donc, il va falloir chercher dans les archives, mais je pense que je connais. Merci beaucoup. Quand je disais que quand on tire un fil, on en trouve un autre, on va faire une promenade campagnarde à Nordkerk, on va aller faire tous ensemble la visite. Merci beaucoup Magali. Je rebondis au passage sur ce que tu as dit sur le bien fondé de collaborer entre associations. On fait toujours des choses encore plus chouettes et plus belles et plus mutualisées, comme on dit, plus complètes. Ce qui me donne l'envie de remercier aussi au passage ici. Je sais que le président de l'association culturelle et historique d'Ardres est là, et je le remercie de l'achat. La FRCPL n'est pas représentée par son président, Marcel Charpentier, mais il s'est excusé. Les amis du Vieux-Calais, je veux les remercier ici, évidemment, en la présence de Magali, mais aussi de M. Bultel et de peut-être d'autres personnes que je m'excuse, je ne les connais pas. Calais Nostalgie, et puis bien sûr aussi les amis des musées de Calais, que je remercie pour leur venue, et aussi pour avoir fait circuler l'information. Et puis évidemment, sortie du champ associatif qui est quand même, mine de rien, assez diversifié à Calais, il y a évidemment à remercier le musée des Beaux-Arts qui a bien voulu nous accueillir aujourd'hui. Je te coupe juste, je voudrais aussi signaler la présence
de M. Bernard Glory, mais je ne me souviens plus du nom exact de son association parce que c'est un acronyme compliqué, mais c'est par rapport au port. Bon, il va savoir nous le dire tout à l'heure, dans le débat. D'accord? Merci, M. Glory. Parce que vous m'avez aussi répondu par un acronyme et je n'ai pas su le développer. Toutes mes excuses. Bon, écoutez, c'est pas non plus simplement vouloir vivre de regrets et de nostalgie, mais on pourrait dire encore un dernier petit mot, Magali, si tu veux bien. Un tout petit mot, hein, et peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet, mais on nous interroge beaucoup à l'exposition sur ce fameux beau calque du champ de course. Ah oui, alors ça, j'ai pas trouvé. Voilà. J'ai des photos de l'ancien champ de course, et notamment, je crois que la photothèque des Amis du Vieux-Calais en possède, mais j'ai pas pu faire le recoupement pour savoir si ces photos correspondent à ce champ de course. Mais c'est vrai que j'étais très étonnée de savoir que ce champ de course était signé Roger Poyer. Il a marqué de son empreinte Calais d'une façon énorme. Et peut-être, je sais pas. Oui, je voulais juste peut-être, très rapidement, vous montrer, ça c'est une photo des années 70 quand l'ancien hôpital existait encore. Et vous voyez une vue aérienne de ce qui est maintenant la friche Brampton. Et Roger Poyer, après la Deuxième Guerre mondiale, a travaillé à la construction de nouveaux ateliers. Et ce que vous voyez là, en forme de cercle, enfin de demi-cercle, ça doit avoir un nom bien précis, mais je ne me le dis pas. Je sais, certains experts de l'architecture m'ont dit que c'était très rare au niveau de l'architecture industrielle. Alors la friche Brampton, il est bien normal qu'on ne la conserve pas en friche. Il faut en faire quelque chose. Et il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas être gardées. Mais cette partie de la friche, peut-être qu'on pourrait la conserver pour en faire quelque chose. Je n'ai que cette photo-là, parce que, bon, bien sûr, on ne peut pas pénétrer dans la friche, mais voilà, je voulais peut-être juste attirer votre attention là-dessus, sans développer. D'accord. Bien, merci.